Alors, a priori, le son devrait être revenu. Ça devrait être bon cette fois-ci. Ouais, très bien. Ok, simple problème technique. J'ai dû faire un live sur YouTube dans le courant de la semaine dernière pour un test pour la suite. Et du coup, ça reset toutes les options pour Twitch. C'est bon à savoir pour la suite. Donc bonjour à tous. Alors non, a priori, je vais pas migrer sur YouTube. C'était surtout pour des lives plus privés entre guillemets, pour les élèves entre autres d'ailleurs, c'était d'avoir une plateforme où il y ait juste un lien et où ça soit pas ouvert à tout public sur certains points techniques par exemple. Euh, mais YouTube en tout cas je l'utiliserai par la suite pour uploader toutes les vidéos. Je suis en train de faire du montage de toutes les précédentes vidéos depuis l'année dernière avec des trailers plus courts, des vidéos un peu plus longues avec les meilleurs moments entre guillemets. Donc je passerai par YouTube, mais pas pour les lives futurs. Je vais rester sur Twitch a priori. On y est bien pour l'instant, donc je vais rester par là. Le courage pourquoi? Le fait de rester par ici ou le fait de faire du montage? Ouais. Ah, c'est la seule et unique raison pour laquelle les vidéos sont pas arrivées pour le moment, alors que j'ai dû commencer vraiment à en faire des longues, en tout cas pour sur Twitch un peu plus ouverte depuis septembre. Et la seule raison pour laquelle les vidéos sont pas encore là, c'est que ça prend un temps monstrueux ouais, de montage. Rien que pour regarder de nouveau les rushs, prendre les moments les plus importants, ça demande beaucoup de temps. Ah, c'est bon à savoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière un petit peu, ouais, qui travaillent, enfin qui postent beaucoup de vidéos sur YouTube, qui ont leur compte là-dessus et qui tournent, même avec les deux qui tournent en même temps, avec Twitch plus YouTube. Donc ça se questionnera peut-être un jour, hein, d'avoir soit les deux ensemble, soit d'avoir certaines vidéos sur YouTube aussi. A priori, si je migre dessus par la suite, ça sera surtout pour des formats peut-être plus courts, avec un contenu vraiment plus technique, par exemple, juste sur un point, pas pour faire des cours techniques, mais genre juste avoir une vidéo sur comment apprendre certaines choses de dessin un peu simples. Faire du petit tutoriel, par exemple, ça pourrait être sur YouTube, effectivement, pour avoir les vidéos directement uploadées sans trop de montage, alors quelque chose d'assez immédiat quoi. Oui, tout à fait, je vais faire travailler un peu tout le monde sur le dérochage, le montage même derrière. Si vous avez du temps et que vous voulez vous engager là-dessus, avec plaisir. Donc je vais continuer l'image en cours. La semaine dernière j'avais montré donc la première version test un petit peu d'intention, première offre de départ. Le but ça avait été d'en faire un deuxième. Donc je vais récupérer certaines intentions du premier croquis, certaines ambiances qui me plaisent bien en termes de couleurs. Et je vais les réintégrer à ce deuxième croquis ici. Et on va venir chiader un petit peu tout ça, passer vraiment plus sur de l'illustration et pas seulement sur une recherche graphique. Oui, exactement. On tombera dans ce très très bon créneau qui est la visibilité. Il paraît qu'on en vit très très bien ouais, de cette bonne vieille visibilité.
vous inquiétez pas, de toute façon, soit directement sur place, soit avec les contacts, on échange justement pour commencer à faire du montage, pour avoir au moins certaines des vidéos qui soient dispo assez vite, sans trop de montage justement, sans faire trop d'effets. Alors ce que je vais faire rapidement, tout en discutant avec le chat, ce que je vais faire rapidement là, c'est en fait dédoubler mon croquis. Je vais garder ces deux versions ici à part pour l'instant. Dédoubler le croquis et je vais venir aplatir pas mal de choses, des choses qui ne demandent pas spécialement d'être séparées techniquement du reste. Pour garder un minimum de calque, il y aura largement de quoi faire par la suite. Donc, je vais garder vraiment l'essentiel pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Je vais reprendre un petit peu juste le processus rapide, un peu de fonctionnement de l'image. Non, j'ai suivi une formation au départ, en autodidacte dans le milieu, surtout pour le métier de storyboarder. C'est très très compliqué d'attaquer ça en autodidacte. Il faut avoir une solide formation en dessin pour pouvoir dessiner rapidement, pas être freiné par la technique. Si on est dans des problématiques de dessinateur, on ne peut pas faire de storyboard vraiment efficace. Donc il faut avoir réglé le problème de dessin et se préoccuper ensuite de raconter des histoires, faire du cadrage, connaître les problématiques de cinéma éventuellement. Si c'est pour la prise de vue réelle, il faut connaître les types de caméras, les types d'optiques qui sont utilisés, le type de matériel aussi. Est-ce qu'il y a du rail, est-ce qu'il y a de la grue, est-ce qu'il y a du steadicam, est-ce qu'il y a de la caméra sur pied simple, etc. Donc ouais, il faut avoir réglé le problème de dessin. Donc non, je suis passé par l'école pivot au départ. J'ai fait une formation BD au début et ça m'a permis justement d'apprendre le storyboard un peu justement plus tourné BD. Et une fois que j'avais ce bagage-là, il y a eu des opportunités. J'ai commencé à travailler en storyboard pour une équipe de cinéma au départ, avec des collègues qui eux faisaient aussi, sortaient d'autres écoles mais plutôt tourné cinéma. Et du coup, ça a permis de mettre le pied à l'étrier un petit peu. Donc il y a eu, sans être autodidacte, il y a eu un apprentissage un peu sur le terrain effectivement, mais après une formation de dessin quand même. Donc au départ sur l'illustration, je suis parti d'un fond, donc assez expressif, assez lâché avec les dynamiques que je veux retrouver après par-dessus. On floute un petit peu l'ensemble, je suis venu rapporter mes différents plans. Donc les silhouettes de départ simples, et après on vient sculpter directement dessus. Alors non à pivot, je suis prof sur l'année de prépa. Et j'étais intervenant par contre, oui, sur la 4e année de concept art.
Alors bonjour à ceux qui ont rejoint entre-temps aussi. Donc au départ, je prends toujours du temps pour lancer un petit peu les choses. Non, alors oui, normalement ils auraient dû être effectivement à Montréal si tout s'était bien passé. Le problème c'est que, comment, j'ai pas les détails exacts, mais entre les changements qu'il y a eu de direction pour l'école et puis le Covid qui est arrivé, surtout l'année s'est pas faite et donc les quatrièmes années sont ici en tout cas, étaient à Nantes directement. Alors non, je suis plus à Rennes, oui j'ai effectivement pendant 5 ou 6 ans sûrement, j'ai enseigné sur la prépa de Rennes, mais c'est depuis déjà l'année d'avant, j'ai arrêté effectivement la prépa à Rennes. Justement en termes de travail par rapport au métier à côté, c'était pas possible de gérer autant de temps entre l'enseignement et le travail à côté. Ça demandait beaucoup trop de temps d'investissement, d'être à la fois à Rennes, à Nantes, sur le travail à côté. Alors là, l'idée au départ, c'est d'essayer de au maximum garder les calques les plus simples, donc un premier plan, un second plan, un troisième plan, quasiment trois calques, et après quelques déclinaisons autour. Donc je garde les quelques subtilités sur mon personnage ici de premier plan, je vais garder quelques informations de lumière qui avaient été posées un petit peu au départ, qui posent une ambiance qui viendra après. Je vais garder quelques infos du sketch de départ un petit peu. Bonne soirée également. Ok, on va repeindre, commencer à repeindre tout ça. Donc une chose qui reste des sketchs de départ que j'ai pu voir en assemblant l'ensemble, c'est le manque d'aération un peu du premier plan où il est très très sombre. Donc on va venir maintenant relever un petit peu l'ensemble.
Donc là, doucement, je vais commencer à ajouter l'ambiance. L'idée, c'est d'avoir une espèce d'impression de personnage très vieux qui est resté trop longtemps isolé. Donc un personnage qui n'est pas forcément d'ailleurs très vieux, mais qui donne une impression d'être resté trop longtemps dans cet environnement-là et d'avoir une impression un petit peu de toile d'araignée globale pour vraiment montrer ce côté très ancien qui est resté longtemps à un même endroit sans bouger. Je vais utiliser la même chose que dans un vieux grenier où il y a des toiles d'araignée qui ont poussé partout. Donc le marais va avoir cet effet-là. De la même manière qu'on a les tiges en haut un peu plus acérées, là je vais utiliser quelque chose d'un petit peu plus mou, mais comme si le personnage venait de se réveiller un petit peu. Et on va venir tirer, ça va bien illustrer les choses par cet aspect-là ici. Je vais essayer de jouer ce concept du personnage qui vient tout juste de se relever presque et qui s'extrait de cette espèce de toile d'araignée géante un petit peu. Donc il va falloir sentir vraiment cet effet qui va sortir. Donc l'idée, ça va être d'essayer de visualiser un peu ça en temps normal si on a une surface d'une certaine forme qui va être remplie. Si on vient les séparer, on va essayer de retrouver cette espèce de forme un petit peu. Comme si on venait vraiment tirer sur la partie haute pour la séparer du bas et qu'on avait les transparences entre les deux. Alors la difficulté à ce moment-là, c'est de jouer à la fois le côté illustratif, le fait de par exemple utiliser ces lignes-là et ces lignes-là, ça va donner comme ça un côté de composition qui va recentrer le regard sur le personnage, qui va élever, qui va apporter des lignes sur la figure qu'on a en haut. Et en même temps, il faut sentir aussi le mouvement du personnage qui vient de se relever, qui s'extirpe un petit peu du sol. Donc il va falloir sentir juste par la forme à quel point il s'est relevé assez vite. Si les choses sont très fines, très étirées et assez lourdes en bas, assez lourdes en haut, il s'est relevé assez vite. Si elles sont beaucoup plus accrochées, ça veut dire qu'il se relève très très lentement. Donc il va falloir trouver un petit peu cet entre-deux. Donc là je vais chercher un petit peu les formes. Donc là on est vraiment sur des parties qui sont juste graphiques mais qui sont assez délicates parce que si on met trop de longueur par exemple, on donne beaucoup de hauteur et de puissance au personnage. Si on met les choses plus hautes comme ici, il s'est à peine relevé, on a un côté un peu plus nain dans les proportions. Donc chaque petite partie a comme ça une importance.
Oui, c'est exactement ça, c'est du rapport d'échelle. C'est vraiment une question de dosage. Si on force un petit peu trop les longueurs, c'est une question de ressenti pour le spectateur, c'est quelle impression on va laisser. Et si les choses sont très longues, tout de suite la logique va donner l'impression que le personnage va être très grand, va continuer à se soulever très longuement. Si les choses sont plus courtes, on a un personnage qui est vraiment campé au sol, qui est beaucoup plus court sur pattes. C'est un peu ce qui fait qu'en dessin on est presque au millimètre près sur plein d'aspects. C'est qu'on on va se retrouver à devoir vraiment faire attention aux longueurs, aux proportions de chaque élément. Oui, il y a beaucoup de facteurs comme ça qui jouent. Il faut toujours garder en tête que le spectateur va avoir une impression première, un a priori en tout cas sur ce qu'on lui propose. Donc tout a de l'importance, quoi. Le moindre détail, il faut y faire vraiment attention. Là par exemple, je suis dans une partie qui est très croquis pour trouver un peu les rythmes, les formes, etc. Donc c'est encore un peu minime. Je fais attention surtout aux grandes proportions. Mais plus on va avancer, plus ça va être primordial de faire attention aux moindres petits détails, prendre le temps de prendre soin un petit peu de chaque forme, quoi. Le fait que, par exemple, la fourrure ici soit très dégoulinante comme ça, très fondue comme je l'ai faite au départ, c'était déjà pour donner l'ambiance moite, mais il va falloir savoir à quel point ça l'est. Si je viens avec hop, un seul coup de pinceau, par exemple ici, ramener quelque chose de plus net, je ramène de la dynamique, je ramène de la puissance dans le personnage, mais je perds le côté moite de la fourrure. Donc chaque coup de pinceau a un peu une importance, quoi. Quand on vient mettre les choses, à chaque fois, on peut être concentré sur l'esprit graphique, l'esthétique, tout ça. C'est très bien, mais on risque de passer à côté de ce que ça raconte, quoi. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que je vais commencer à chercher des formes. Je vais prendre des références ensuite pour aller chercher des toiles d'araignée du côté des films Spider-Man, par exemple, de côté de vraies toiles d'araignée. Ce qu'on a dans les champs en Australie, par exemple, vous avez ces champs complets de toiles d'araignée. Je vais aller chercher des références comme ça, mais dans un premier temps, je vais chercher ce côté très dégoulinant, déjà pour le côté graphique, et pour retrouver cet esprit important où on a la barbe ici qui va passer derrière le graphisme un peu du côté dégoulinant. Ouais, tout est dans le détail, effectivement. Alors l'illustration, elle est
C'est une illustration personnelle, mais c'est aussi pour un projet en particulier, c'est les deux en même temps. C'était l'occasion de passer par Twitch pour le développer un petit peu. C'est sur une base de scénarios dont j'avais parlé un petit peu en septembre dernier, sur une série de personnages et dans un univers que je suis en train de développer en dehors des commandes. Et cette illustration-là va s'inclure dedans. C'est un des personnages sur lequel la série de personnages d'origine vont tomber. Donc le projet d'origine, c'est un simple principe de jeu d'équipe avec une équipe de personnages comme on peut en avoir sur Valorant, sur Team Fortress, sur Apex, etc. Tous les jeux un petit peu de coop. On a une série d'équipes avec un personnage qui joue comme dans le jeu du loup-garou, on a des personnages qui sont les ennemis, etc. Il y a un personnage qui joue la sape un petit peu là-dedans, qui est au milieu de l'équipe, sans savoir qui c'est, etc. Donc le principe c'est ça. Et les personnages, donc dans le trailer de départ sur lequel je travaille, vont se rencontrer les uns après les autres et vont rencontrer ce type de personnage aussi. Donc là, c'est l'occasion d'avoir des illustrations un peu clés sur le type d'univers. Alors c'est une bonne question, le rapport à la deadline. Donc la deadline, effectivement, il y en a toujours une, hein, que ce soit pour des projets de studio, que ce soit pour des projets personnels, c'est toujours bien de se poser une deadline très précise. Le rapport à la deadline, en fait, il est simple, c'est que je divise le temps en nombre de phases pour savoir à peu près quel temps donner à chaque phase. Admettons, s'il y a 2 jours sur une commande, je vais diviser tout de suite, soit en demi-journée, soit en tout cas en nombre de phases. Donc je sais que je vais avoir la phase de première recherche, de documentation. Je vais avoir ensuite la phase de recherche de composition, donc si c'est pour de l'illustration, ou de recherche de pose et d'itération pour du personnage. Je vais avoir cette phase-là. Et ensuite, je vais avoir toutes les phases toutes les étapes de structure, ensuite de finalisation du dessin. Donc ça peut être le line précis, ça peut être croquis, même avant le line. Ensuite l'ancrage s'il y a besoin d'un ancrage et la couleur. Et je vais diviser ce temps-là en gros. En général, je coupe à 50-50 entre la partie recherche et la partie finale. Donc le moment où je vais démarrer le sketch de l'illustration finale ou le sketch du personnage, du character design, c'est à peu près à 50% du temps. Donc à la fin de la première journée, si c'est sur 2 jours, au début de la deuxième journée au plus tard. Et donc je vais avoir 50% du temps pour les recherches, la documentation, le type de croquis, etc. Et l'autre 50% du temps, ça va être le résultat final, quoi, vraiment les étapes de production. Mais ça diffère d'un artiste à l'autre, hein, le temps ensuite. Si on est très lent pour cette partie-là et qu'on veut vraiment avoir un certain style de rendu, une certaine qualité par exemple, on va changer un petit peu ce curseur là. C'est pas une donnée précise à respecter à chaque fois, quoi. Il y a une période où je bossais sur un jeu de cartes justement où le rendu était très long parce qu'il demandait il y avait une exigence de propreté. En tout cas, c'était pas tant que c'était plus rendu, plus terminé que sur d'autres projets, mais il y avait une exigence de propreté très mathématique. Ça prenait beaucoup de temps et donc la phase de recherche était beaucoup plus courte.
Ouais, l'ancrage justement d'ailleurs sur ces projets-là était très très long. C'est très long à mettre en place. Alors là, on parlait de rythme tout à l'heure, par exemple. Toute cette partie ici que j'ai rajoutée, pour l'instant, elle n'a pas de rythme. Elle est très tendue, mais il lui manque une vraie rythmique dedans. Donc on va venir chercher un petit peu ça pour qu'on ait vraiment cette sensation que ça colle au sol. Donc c'est plutôt près du sol ici. Et ensuite, on a la rythmique qui s'élève et qui va d'un coup sortir du sol. Donc ça, c'est des choses que les animateurs travaillent beaucoup pour vraiment l'anticipation, le côté où on va avoir des rythmiques dedans, des choses là qui vont être plus proches du sol, qui vont s'élever ensuite, à quel moment on est. Si on était sur un personnage qui fait exploser un petit peu toute la toile d'araignée partout, il faudrait plutôt une rythmique haute, c'est-à-dire qu'on amènerait ça très haut, on amènerait quelque chose de très tendu pour montrer qu'il s'est levé et que tout est tendu entre lui comme une tente un petit peu. Là, c'est pas vraiment hop, l'idée voulue, je vais chercher vraiment quelque chose de plus lent. Le personnage qui s'est relevé très lentement, ce côté très visqueux un petit peu qu'on va avoir autour. La difficulté ensuite, si on amène un côté visqueux et assez lent, campé dans le sol, il faut savoir tout de suite qu'il faudra ramener la dynamique ailleurs. Il y a un endroit dans mon image où il va falloir que je ramène quelque chose de vivant, de dynamique. Ça peut être quelque chose qui explose un petit peu, des étincelles, ça peut être des fées qui vont voler tout autour. Il va falloir trouver quelque chose de dynamique autour. C'est pareil dans les détails et dans les couleurs. Là, je vais me servir d'une couleur plus claire pour venir sur vraiment le volume du bras qui va arriver ici. Ça va permettre de ramener le bras comme s'il était un petit peu tordu en arrière pour donner l'impression que la hache ici va être un peu plus dans le fond. Éviter qu'il soit juste avec les deux haches pile sur les côtés. Rien que le fait de suggérer ça ici va permettre de ramener un petit peu de volume, d'envoyer un petit peu de 3D dans la posture du personnage. Donc là, on va commencer à créer doucement cette espèce de tapis un petit peu de toile d'araignée qui va venir. On est parti sur un fond très sombre pour vraiment poser les choses. L'intérêt du fond sombre, c'est que ça va montrer un petit peu cette ombre qui va être posée dessous, ce côté enterré sous la toile blanche.
Oui, pour tout ce qui est splash art, pour Riot Games, les deadlines sont plus longues. Ouais. Ouais. Une des directrices artistiques sur les splash art, justement, je vais noter son nom hein, dans le chat, si vous voulez aller voir son travail. Elle en a parlé il n'y a pas très longtemps. Et elle expliquait que oui, sur un splash art entier, ça pouvait prendre une semaine comme 2 semaines justement de travail. C'est plus long et c'est un travail en général d'équipe. Jusqu'ici, tous les artistes externes qui ont bossé sur les splash art de League of Legends, quand ils postent leurs artworks, à chaque fois ils créditent l'équipe de Riot Games parce que eux ont produit la base un petit peu, ils ont travaillé vraiment sur l'illustration, la composition, etc. Mais le finish, c'est l'équipe de Riot Games. Donc il y a forcément un peu plus de temps effectivement engagé dessus. Alors en termes de facilité, si on parle juste de facilité, c'est plus facile de partir sur une version noire et blanche, comme ici par exemple. C'est beaucoup plus facile de partir en noir et blanc parce que ça permet de contrôler tout de suite les valeurs. Qu'est-ce qui est sombre, qu'est-ce qui est clair? Est-ce que les éléments qu'on a sur un même plan, là par exemple mon premier plan ici avec mon personnage, s'entremêlent pas avec ce qu'il y a derrière? On voit par exemple qu'ici sur cette partie, on va être tombé très clair, donc il faudra vérifier que ça ne vient pas lutter avec les lumières qu'on a derrière. Il faudra peut-être assombrir par ici par la suite. C'est beaucoup plus facile effectivement de coloriser après, de ramener une couleur. Il y a un autre aspect aussi, c'est que si on est sur des images assez grisées comme ça, on peut très bien faire une image grise en entier, ramener 2-3 couleurs très fortes, ramener une barbe rouge par exemple et une couleur sur 2-3 ficelles, et on a l'impression que l'image elle est colorisée. Parce qu'on est entouré de gris très très colorés. Au quotidien on n'est pas très très gris, mais dans des ambiances en Bretagne on peut être habitué à ça, avec une ambiance très grise, ça va griser tous les objets et finalement il n'y a que les objets qui ont une saturation forte qui vont ressortir. Donc ça peut être du néon, ça peut être un t-shirt rouge par exemple qui va ressortir. Donc on peut en plus partir de ça et coloriser seulement certains éléments et ça peut suffire à donner l'impression que l'image elle est en couleur. Et l'avantage, c'est qu'on est concentré que sur un problème. C'est est-ce que c'est sombre, est-ce que c'est gris, est-ce que c'est clair. Si on travaille en couleur, il faut être concentré sur ces 3 questions-là aussi, et en plus la couleur qu'on utilise et sa saturation. Donc il y a plein de problèmes qui se mélangent en même temps. Là, par exemple, j'ai mis une barbe rouge. Elle ressort beaucoup sur vos écrans, par exemple. Mais si on passe en noir et blanc, elle est quasiment pas visible. C'est très dur de savoir qu'il y a une barbe au milieu. Donc il y a toutes ces questions-là qui arrivent. On sait que le rouge, c'est une valeur qui va sortir très fort, même si elle est très très sombre dans l'image. Donc il y a plein de petits aspects comme ça à prendre en compte qui rendent la gestion des couleurs très compliquée. C'est pour ça que les maîtres classiques, par exemple, travaillaient, pour une bonne partie en tout cas, travaillaient avec des sketchs en noir et blanc, plein de versions justement pour tenter un petit peu de voir toutes les options possibles en noir et blanc, et ensuite on passait en couleur. On n'avait pas l'outil informatique pour faire des essais et ensuite modifier les saturations, etc. Il fallait lancer les choses un peu plus directement. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup d'illustrateurs qui ont tendance à travailler un peu moins leur recherche noir et blanc avant de se lancer sur l'image finale. On enchaîne quasiment de la recherche jusqu'au final quasiment directement. Donc là, je vais revenir créer des dégradés un petit peu partout pour ramener ce côté
un peu plus moite, un peu plus accrochée au sol, le côté où tout a pris l'humidité un petit peu. Donc c'est deux textures qui se superposent, c'est vraiment la finesse très tendue des toiles d'araignée et on va ramener par-dessus ce côté très moite un petit peu de l'eau qui va arriver. Et ça, le côté moite, il va arriver que via des dégradés. Ça, c'est une chose à prendre en compte en plus avec au moment de travailler les lumières, les couleurs, etc. C'est à quel point les choses sont nettes ou dégradées. Et chaque coup de pinceau va avoir son importance là-dessus. Si je fais un coup de pinceau très net comme ça ici, ça donnera pas du tout la même chose que d'avoir quelque chose de très très soft qui garde le dégradé comme ici par exemple. Et donc même chose là sur la silhouette, je vais garder quelque chose de très très net ici pour que ça se décroche du fond et qu'on n'ait pas un côté trop mou rendu au personnage. Donc là, je commence à voir sur l'image que, à force de rentrer dans les détails, on va avoir besoin de masses un tout petit peu plus simples à lire. On a plein de choses comme ça très morcelées ici, donc il va falloir une zone comme ça ici. Donc là, c'est un test pour voir comment la dynamique peut se mener. On est un peu trop constant sur la zone, c'est un peu les mêmes rythmiques partout. Donc on va venir ramener ce côté du bras qui se soulève. On va jouer un petit peu cette force ici, vraiment sentir que le bras vient tirer ici comme un pli qui va venir par là, qui va venir tirer sur le reste, qu'on sente que la hache vient encore une fois de derrière. Donc au départ, ça a toujours un intérêt de jouer sur des formes assez brutales, de casser un petit peu le dessin un peu propre, même si on a commencé à peindre un peu propre en dessous, ça permet de retrouver la vivacité des sketchs. Je sais pas si pour ceux qui suivent ça vous arrive, hein, mais c'est un des débats un peu constants, c'est d'avoir des sketchs qui ont tendance des résultats définitifs pardon, qui ont tendance à perdre l'intensité du sketch. On préfère le croquis de départ qui est plus vivant et l'image finale a tendance à être un petit peu raide. Donc ça, l'idée là, ça va être justement de retrouver cette vivacité en mettant des choses un peu plus franches, un peu plus dures, avec une lumière un peu plus forte, pourquoi pas aussi. Là, je vais essayer de retrouver, je vais fonctionner à l'inverse, c'est-à-dire que je vais retrouver la transparence. Donc là, je vais faire une forme comme ça, très simple, une dynamique. Hop. C'est presque même trop sculpté ici, on va garder les flous. Donc une dynamique, et je vais essayer de retrouver donc la transparence cette fois-ci à l'inverse avec les flous. Donc même chose, tout compte à ce niveau-là, ça va être la force justement des flous.
Donc ça reste assez intuitif à ce niveau-là, c'est-à-dire que là, il y a le bras qui va se lever un peu plus violemment. Donc je vais utiliser le même type d'effet un petit peu dans mon coup de pinceau pour soulever le coup du bras. Si à la fin on arrive à sentir ce bras qui se soulève, si on arrive à sentir son mouvement, c'est que l'effet aura été réussi, donc qu'on était dans la bonne intention. Alors, ce qui est intéressant là, c'est justement les jeux de tension. Parfois, on a tendance à penser que le contraste, le fait d'avoir une petite zone sombre au milieu, va amener plus de tension. C'est un peu plus nerveux, une zone contrastée a tendance à être plus nerveuse. Et c'est ça qui est toujours étonnant avec le dessin, c'est là où on apprend toujours. C'est que dans le contexte extérieur, vu que tout est très contrasté, la mollesse va apporter un attrait de l'œil sur cette zone-là plus facilement. Donc au lieu de contraster, on va ramollir les choses et l'œil va peut-être plus facilement venir sur la zone. Donc là, je vais venir rabaisser un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure, remettre un petit peu d'aspect plus grisé sur les bordures ici. Et on va voir tout de suite que la structure ici va se détacher beaucoup plus du fond. Si on revient en arrière, on a une lumière ici qui est beaucoup trop forte. Donc on va garder ce côté comme ça du personnage qui sort un petit peu de la glu. Donc là en général, il y a une chose que je réfléchis en avance. Là, on est en direct sur la création du coup d'image. Donc il y a des choses qui vont être réglées au fur et à mesure. Mais une des choses que je règle tout de suite au moment des croquis, c'est la gestion des idées qui vont se contredire, qui vont se compléter. Là, encore une fois, on est sur un personnage qui va être très mou, qui sort du sol, qui a une espèce de lourdeur. On a deux grosses haches, tout va dans le même sens. Et du coup, le risque, c'est que l'image, elle soit évidente trop vite. Tout raconte la même chose. Donc en fait, la logique va être tellement directe qu'il nous manque le petit contraste, la contradiction un peu dedans. Et ça va être une question de rythmique aussi.
comme tout est très lourd, très pâteux, il va nous manquer quelque chose de très vif. Donc en général, c'est là où la réflexion va se porter sur qu'est-ce qu'on peut apporter de très très dynamique dans un environnement comme ça. Donc ça peut être l'environnement derrière qui va être très agressif pour montrer qu'il est peut-être très lent, il met du temps à se lever, mais on a une espèce de couronne comme ça de pic en arrière-plan qui montre que le personnage, s'il s'énerve et si une fois qu'il sera lancé, il va être très très compliqué à stopper. Donc pour illustrer cette partie-là, ça peut être une... Donc une série de pointes qu'on va avoir dans l'arrière-plan, il suffirait d'avoir tout un décor comme ça très très agressif. Ça permettrait tout de suite de contrebalancer la mollesse un petit peu du personnage, d'avoir tout de suite une espèce de dynamique. Il suffit de le faire en sketch très rapide pour s'en rendre compte. Voilà, ça aurait une tendance à rendre le personnage comme ça tout de suite très très nerveux. Et là l'idée ça va être de jouer surtout avec ce qui vient autour. L'univers que je développe est sur un côté très terre à terre comme ça, très terreux, beaucoup de fourrure, etc. Là la fourrure va être rendue plus par l'espèce de toile d'araignée constante qu'il va avoir sur lui. Et donc l'idée des fées que j'ai cité tout à l'heure, ça va être une des choses, c'est que dans ces environnements-là, il y a une espèce de petite part de magie. Donc moi je vais les traiter comme des lucioles, très légèrement. Mais on va avoir ces espèces de fées qui viennent voler tout autour, très joueuses. On a ça dans la mythologie très souvent, où les fées sont très très joueuses, elles vont s'amuser avec tout ce qui les entoure, mais de manière même plutôt agressive pour nous. Et du coup, l'idée, ça va être ça, de trouver un peu d'environnement comme ça vivant tout autour. Et ça va me permettre de rajouter de la couleur aussi à ce décor-là. De rejouer sur les bleus désaturés qu'on a derrière avec des bleus saturés devant. Donc là, on va prendre l'exemple.
Alors oui, pour la question, ça a demandé un joker. Oui, ça dépend du milieu. En illustration, si on prend très rapidement hein, le nombre de métiers qu'il y a en illustration, entre quelqu'un qui va faire de la pochette pour des groupes de musique avec t-shirts, flyers, etc., euh, entre, comparé à quelqu'un qui va faire que de l'illustration, sans parler même d'autres choses que des illustrations pour du jeu de plateau, du jeu de rôle, du jeu de société au sens large. Quelqu'un qui va faire du livre pour enfants, par exemple, les réalités ne sont pas les mêmes, quoi. On ne travaille pas avec les mêmes boîtes, le rythme, le nombre de boîtes est pas le même, euh, les payes ne sont pas gérées de la même manière non plus entre un éditeur de jeux de société et un éditeur de, de livres. Si vous faites des couvertures pour de la bande dessinée, etc. Donc ouais, il y a plein de réalités différentes, mais en tout cas le terme stable euh, pour l'ensemble de ces métiers-là, sans généraliser trop, non, c'est pas effectivement euh, au, sein- euh, au sens simplifié. En tout cas, c'est pas stable effectivement. Pour la simple raison que l'illustrateur va dépendre de plein de commandes justement. Sur un début de carrière, il faut le temps de se créer le carnet d'adresses, les contacts, trouver les boîtes qui recrutent, etc. Donc c'est le côté de la stabilité n'est pas forcément là effectivement. Et par essence, l'illustration c'est du concept, c'est du contrat assez court. Donc la stabilité, non. Si on recherche la stabilité dans le dessin, il y a d'autres métiers qui peuvent le permettre, comme l'animation par exemple, le fait de bosser en studio, le fait d'être concept artiste en studio aussi. Il y a d'autres métiers qui permettent la stabilité, mais l'illustration, en grande majorité, en tout cas, non. Ce qui ne veut pas dire que dans le lot, il n'y a pas des illustrateurs avec un revenu stable, plus fixe, etc. Ça dépend du poste que vous trouvez. Il y a des postes d'illustrateurs historiques, par exemple, qui sont beaucoup plus stables qu'en jeu vidéo, en jeu de société, etc. Donc là, j'ai juste posé le concept, donc pour une première fée que je vais pouvoir dédoubler ensuite, juste pour trouver le principe. Elle va manquer un petit peu de tension, par la suite je vais chercher beaucoup plus de rythme, elle manque de tension, on va le faire d'ailleurs directement ici. Donc la tension, ça va venir dans le rythme, hop, par des bras tendus au droit, des bras qui vont être penchés, etc. On va venir chercher. Je cherche pas pour l'instant une anatomie précise, mais je vais quand même chercher à avoir un rythme un petit peu dedans qui soit convaincant à distance. Donc une main qui va venir chercher quelque chose de penché comme ça ici, une autre main qui va venir un peu plus à l'égyptienne tirer dessus, et ça va permettre d'avoir derrière les cheveux qui vont être un peu tirés, comme si on avait ces fées à force de jouer qui avaient hop, réveillé le vieux guerrier. On va lui faire des cheveux un peu gras quand même. Alors,
Ça attire un petit peu trop l'œil ces éléments-là, donc on va les lisser un tout petit peu. Alors celui qui a le plus de demandes, c'est... Alors illustration, si on prend l'illustration au sens large, ça l'emporte largement parce que ça prend plein de métiers, encore une fois, hein. Jeux de plateau, jeux de société, livres pour enfants, livres illustrés même au sens large. Selon les régions, en plus, il y a plein de sujets différents qui demandent de l'illustration, affiches, flyers, etc. Donc ça mord sur le côté du graphisme aussi. Donc l'illustration, c'est le métier où il y a le plus de commandes si on prend ça de manière un peu brute comme ça. Maintenant, dans chaque filière, c'est beaucoup plus restreint forcément. Mais en termes de demande, en tout cas, le storyboard, par exemple, c'est quelque chose d'assez restreint. Il n'y a pas beaucoup de storyboarders en tout dans le métier, que ça soit cumulé avec l'animation, le film, etc. Le storyboard, c'est pas un métier où il y a beaucoup de dessinateurs, beaucoup de demandes. Maintenant, justement, ça va avec. Il y a moins de demandes, mais il y a moins de storyboarders aussi. C'est un métier qui est moins connu, il y a moins de dessinateurs qui vont vers cette branche-là. Et concept art, c'est pareil, c'est très vague aussi et très vaste. Le concept art, ça regroupe vraiment. Le terme de concept art, c'est un terme un peu fourre-tout, où dedans on met concept de personnage, concept de véhicule, concept de décor, objet. On va parler de concept de créature, etc. Donc c'est un terme fourre-tout, le terme de concept art. Et donc pareil, ça veut dire qu'il y a beaucoup de métiers différents, il y a beaucoup de demandes aussi, beaucoup de contrats. Et dans des contextes différents. En jeu vidéo, il va y avoir un peu plus d'emplois à l'intérieur des boîtes, à l'intérieur des studios, qu'il y en aurait en illustration. Il n'y a pas beaucoup de travail vraiment dans les entreprises. Ça va être du travail freelance à son compte, alors que du concept art, ça va être un petit peu plus en studio. Il y a beaucoup plus de gens maintenant en freelance aussi, mais c'est un métier qui peut se faire en studio. Oui, là dans les exemples que je prenais, c'était effectivement freelance plus studio, les deux cumulés. Euh, Effectivement, il y a plus de travail en illustration, plus de projets différents en illustration et en concept qu'en storyboard par exemple. Euh, les métiers de graphisme, c'est un petit peu différent encore, il y a plein de demandes aussi. Animation aussi, il y a pas mal de boulot. En tout cas, c'est pas le boulot qui manque dans toutes ces filières-là. Ensuite, c'est notre niveau à chacun, ça va être le nombre de gens qui sont sur le marché aussi. En concept, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens à vouloir en faire, beaucoup plus de gens à s'être formés dans les écoles, donc fatalement, ça laisse moins de chances de rentrer dans des gros studios pour quelqu'un qui débute, qui a 10-15 ans par exemple. Donc il y a plus de demandes, mais ça peut être trompeur aussi assez rapidement. Merci. Oui, effectivement, je travaille pas dans l'animation. Alors, un peu plus les dernières années. Depuis 2-3 ans, je travaille un petit peu plus du côté du milieu de l'animation, mais c'est pas le milieu que je maîtrise particulièrement et dans lequel j'ai démarré non plus ou vraiment évolué longtemps. Euh, je fais plus du storyboard récemment pour de l'animation que pour du film de prise de vue réelle, mais c'est un milieu que je connais moins. Mais quoi qu'il en soit, en autodidacte, c'est un métier qui est très très dur à aborder.
parce que ça demande beaucoup de maîtrise de dessin pour pouvoir non pas seulement dessiner du personnage fixe, comme là par exemple pour de l'illustration. Il va falloir faire bouger tout ça, il faut être conscient du corps dans l'espace, de la 3D, de comment on bouge, du rythme ensuite, des anticipations, il faut connaître les principes d'animation, etc. L'animation en autodidacte, il n'y a rien d'impossible. Hein. Faut pas que ça freine quelque envie que ce soit, mais ça va être sport, quoi. Faut pas s'attendre à ce que ça soit simple du tout pour le coup. Donc là, on est sur une phase, et je vais terminer un petit peu sur cette partie-là pour cette session. Je ferai une session demain soir sur le même horaire. Ce week-end, je pourrais pas avoir le temps de faire la session habituelle le samedi, donc j'enchaînerai demain soir la suite de cette partie-là, justement. Là, le but, c'est de trouver le propos exact en termes de couleur, de contraste, etc. Des fées qui vont être très brillantes, par exemple, ça pose pas le même type d'univers qu'une fée qui va être très sombre, très noire, ou avec des brillances en tout cas qui vont être peu contrastées avec le fond. Ça va poser un propos qui est un peu différent, donc je vais essayer de poser un petit peu ce contexte-là. Alors pour l'animation, ça dépend vraiment où. Pour ce qui est d'avoir un bon niveau en anglais, ça dépend de l'animation. C'est forcément un atout parce que ça permettra le jour où un studio ferme, par exemple, le jour où vous arrivez au bout d'un contrat, peu importe, ça permet de ne pas être bloqué à seulement la commande et les sujets qu'il y a en France. Ça permet de s'ouvrir à plein d'autres pays, aller travailler en Norvège, en Finlande où il y a pas mal de studios d'animation, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Donc oui, c'est forcément un très bon point. En jeu vidéo, c'est une grosse ouverture de porte. Ça permet d'aller sur les événements, déjà rencontrer les gens du métier, de pouvoir échanger avec eux facilement. Et oui, un bon niveau en anglais, ça ouvre effectivement plus de portes. Il faut au moins en avoir un. Sans parler de bon niveau, il faut avoir une bonne compréhension en tout cas de l'anglais, pouvoir s'exprimer avec, bien le comprendre. Donc je vais poser une légère lumière pour donner au moins du contraste sur la surface un petit peu des corps des différentes fées. Donc là on est un petit peu sur de la fée façon Harry Potter un peu avec ces fées toutes bleues là qui vont venir du plafond, qui vont agresser au maximum. Là le but ça va être de trouver vraiment le rythme, à quel point je vais avoir deux fées principales qui viennent l'embêter, voire trois, une plus discrète derrière, ou à quel point il y a une nuée de plein de personnages autour.
et on va essayer de poser leur relation par la suite. Salut Pierre. La bascule entre le sketch noir et blanc et la couleur, euh, la plupart du temps, alors maintenant j'ai changé un peu de process. Au départ, je faisais tout en numérique et du coup j'avais tendance à en fait beaucoup utiliser cet outil-là. Et du coup c'était même chose, c'est faire une base noir et blanc rapidement. Et en fait j'ai toujours été mal à l'aise avec le fait de coloriser du noir et blanc. J'ai toujours l'impression de poser une espèce de vernis qui colle pas avec le reste. Et même chose, un peu ce côté, parfois l'impression de pousser trop le contraste ou pas assez, sachant qu'avec la couleur, en plus, il y a toutes les contraintes, comme ce qu'on disait tout à l'heure, avec le rouge au milieu ici qui va pas se voir parce qu'une couleur saturée va être quand même visible même si elle est sombre. Du coup, pareil, j'avais tendance à switcher très très vite à la couleur et ensuite peindre que en couleur et vérifier tout le temps en fait, faire cet aller-retour entre noir et blanc un petit peu tout le temps. Et là maintenant, j'ai changé un petit peu le process. Je vais essayer de le montrer par la suite, justement avec une caméra pour voir ça. Je travaille plus maintenant les sketchs en traditionnel avant. Je suis revenu un peu au sketch tradi avec mes recherches de valeur en amont pour trouver au moins l'équilibre, qu'est-ce qui doit rester clair, foncé, etc. Mais c'est vraiment le bloc, comme, un petit peu comme ce que fait Marcos Matemestre dans son bouquin, où il y a juste des... Vraiment, c'est bloquer les grandes formes, quoi, un petit peu. Et après, je pars sur le... Je le scanne et je repars dessus pour poser les bases de couleurs directement. Mais de plus en plus, j'ai tendance à foncer dans la couleur assez vite et utiliser juste cette manière de vérifier un petit peu les choses en cours de route. L'avantage en fait de cet outil-là, là, en numérique, ça m'a un peu sauvé la vie d'avoir ce truc-là, parce que pareil, j'étais assez mal à l'aise sur le switch entre les deux. C'est qu'on peut continuer à sélectionner les couleurs, c'est-à-dire que je vais prendre une couleur ici, le rouge par exemple, ou le bleu. On voit que la pipette continue à sélectionner la couleur et on peut continuer à peindre avec, malgré le fait d'être en noir et blanc. Et du coup, ça permet de continuer à peindre et de rester en sketch noir et blanc sur des phases où ça demande plus et on est plus à l'aise avec ça quand même. Donc j'ai plus tendance à mélanger les deux process un petit peu tout le temps. Ouais. Toi, au niveau de la base noir et blanc, tu as tendance à la travailler assez chiadée au départ, assez poussée, avec plein de nuances déjà, des dégradés, des choses comme ça, ou c'est vraiment plus brut avec juste les aplats noir, blanc, gris, les masses, etc. Ouais, l'astuce est assez efficace, effectivement. Ouais. Si j'avais à m'en passer, en tout cas, de cette astuce-là, c'est vrai que j'aurais tendance à vérifier de temps en temps, repasser un peu en saturation basse de l'ensemble régulièrement dans la couleur pour éviter. J'ai une tendance, moi, en plus, à pas aimer particulièrement, à pas être à l'aise avec les ambiances sursaturées. Et du coup, régulièrement, j'ai tendance à revenir vers du plus de noir et blanc, puis recoloriser par-dessus, puis revenir à un peu plus de noir et blanc, recoloriser, etc. Alors là, on est sur un bel exemple d'anticipation où normalement dans une compo, un élément aussi important et brillant, on l'anticipe avant
dans la composition et on bricole pas après pour l'amener au bon endroit en cherchant un peu où est-ce qu'il pourrait coller. Là on voit bien qu'à chaque fois ça devient un problème. Là ça cache la hache, ici la tête va pas être en contraste avec le fond, ici ça va être un fond trop complexe pour lire le personnage, ici c'est trop proche du cadre, etc. Là on tombe vraiment dans les problèmes de compo après. Donc ça c'est des choses que je vais retravailler à côté, refaire du sketch pour voir à quel point ça va être utile de retrouver ce genre de personnages, à quel point il faudra les avoir dans la compo. C'est la leçon de ne pas foncer tête baissée dans une illustration et d'anticiper les compos correctement avant. Ok, ouais. Ouais, c'est un peu la même chose, effectivement. Plus. Ouais, c'est vrai que j'ai tendance à pousser des sketchs noirs et blancs à fond que si la finalité c'est du sketch noir et blanc. Si j'ai besoin de bosser vraiment une image noir et blanc, là je vais aller à fond dans toutes les nuances possibles, mais toutes ces nuances un petit peu là par exemple, tous les dégradés, les petites nuances qui vont arriver, je les travaille quasiment jamais en noir et blanc si c'est pour un résultat en couleur à la fin. Toute la partie qu'on a travaillée en gros tout à l'heure, toute cette partie là, c'est des choses qu'effectivement je travaille pas sinon en noir et blanc. Ouais, c'est vrai que ça se discute pour du client, effectivement. Moi, c'est pour les contrats sur lesquels je bosse. C'est vrai que j'ai rarement besoin de montrer des versions noir et blanc au départ. En storyboard, par exemple, de toute façon, ça sera noir et blanc jusqu'au bout. Donc là, on bosse les nuances ou on n'en bosse pas. Ça dépend du résultat, mais il y a besoin effectivement de montrer du noir et blanc directement pour le résultat. Mais dans d'autres contrats, je suis moins exposé à ça. Mais si c'était le cas, ça serait plutôt effectivement simple au départ, juste pour échanger, et après la version couleur directement. En fait, de plus en plus, j'essaye de toute façon de retourner vers les parties qui m'amusent le plus, là où je vais forcément, par l'amusement, amener plus de choses intéressantes, et je vais être plus passionné par le côté de gérer justement les couleurs et tout le jeu qu'il y a entre de différence entre une saturation, une couleur saturée sombre par rapport à une couleur désaturée claire, le fait qu'elles aient la même intensité par exemple. Je vais beaucoup plus m'amuser à jouer avec ça, et vu que je m'amuse plus, même si c'était pas le processus idéal, j'ai tendance à aller un peu plus vers ça. Ouais. Ok, il est 7h30, donc je vais m'arrêter là-dessus sur cette partie, donc vraiment avec l'idée d'amener ce côté un petit peu plus naturel sur les faits. Et je reprendrai demain, donc même chose, vers 18h. Ok, donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous remercie d'avoir suivi pour ceux qui étaient là durant tout le stream. Et pour ceux qui ne sont pas forcément restés tout le stream d'ailleurs aussi. Et on continue donc demain soir vers 18h, même chose. Je reprendrai la suite de cette partie-là et avec plus de problématiques de couleurs aussi. On viendra reparler un peu de ça aussi, des nuances de couleurs, les contrastes, gérer l'incrustation un peu des faits au fur et à mesure dans l'image, et puis cette histoire de valeur un petit peu. Donc bonne soirée à tous
et à demain.